France Maghreb 2. Le LGF, c'est parti jusque 18h. Bienvenue et bonjour. Ravi de vous retrouver jusque 18h sur France Maghreb 2 avec, comme d'habitude, le maître mot dans cette émission Liberté d'expression. Vous allez pouvoir évidemment participer, nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous joindre dans un instant. On va revenir dans quelques minutes à ce que l'on a appris hier, c'est-à-dire la prolongation pour 3 mois sans jugement, sans inculpation de Salah Hamouri, ce franco-palestinien pour qui les autorités françaises, et on se pose réellement la question, font-ils vraiment quelque chose? On posera la question à son épouse Elsa Lefort qui sera avec nous dans quelques minutes. On va parler évidemment de la situation au Maroc après la condamnation de Nasser Zabzati et de 3 de ces personnes également accusées, condamnées à 20 ans, des peines qui ont fait réagir, pas plus tard qu'hier à Casablanca lors d'un sitting. Est-ce qu'il y a, selon vous, une justice indépendante au Maroc? On se pose la question, on vous la pose, et pour l'heure vous êtes en grande majorité à nous dire que non, il n'y a pas de justice indépendante au Maroc, et pas de justice tout court d'ailleurs pour certains d'entre vous. Vous pourrez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous en parler. De tous ces sujets, nous allons évoquer en suivant de très près également le dernier match pour le Sénégal, qui a encore une petite chance face à la Colombie pour se qualifier pour les 8e de finale. Ce sera, si tel est le cas, la seule équipe africaine qui se qualifiera pour les 8e de finale. Ce soir, le match pour la gloire, le match pour la Tunisie face au Panama. Une victoire pour l'honneur, peut-être ce soir, à partir de 20h, avec un excellent match Angleterre-Belgique à suivre de très près ce soir, donc à partir de 20h. Nous rejoindrons donc notre ami Nordine Salhi d'ici quelques instants sur France Maghreb 2. Et quand on parle du loup, il est avec nous. Salut Nordine. Salut Christophe, salut à tous. Alors mon cher Nordine, le match, j'ai envie de dire le dernier match pour espérer une équipe africaine en 8e de finale pour le Sénégal. Comment ça se présente pour les Sénégal là, qui a commencé à jouer depuis 10 minutes à peu près? Écoute, Christophe, d'abord, oui, comme tu viens de le dire, c'est nos espoirs, l'espoir de l'Afrique. Il est sur les épaules des Sénégalais et les poulains d'Aliou Cissé comme Pekerman, ils ont montrer un autre visage dans ce début de match, puisque l'offensif est à l'heure pour les deux équipes, puisque on trouve Sané, on trouve Nyong et on trouve Baldé, le monégasque, ainsi que Mané juste derrière, une équipe à vocation purement offensive. Je pense que le Sénégal, avant de commencer le match, il est déjà qualifié, puisque si ça reste là, le Sénégal est qualifié. Je rappelle juste que dans ce groupe-là, les 3 équipes concernées par le billet de deuxième tour sont bien sûr les Colombiens. Mais les Colombiens, il faut qu'ils gagnent leur match contre le Sénégal. Et de l'autre côté, la Pologne contre le Japon qui a 4 points plutôt. Mais vous savez, psychologiquement, je veux dire, chaque équipe, ils veulent pas revenir. Les Polonais ne veulent pas revenir à la maison avec 0 points, et surtout quand ils ont un gars devant qui s'appelle Lewandowski. Oui. Donc pour résumer en quelque sorte, le Sénégal avec un match nul, il passe avec le Japon. Le cas contraire, même au cas d'une défaite du Sénégal, mais là on va rentrer dans des calculs, sachant que de l'autre côté on va voir le résultat de l'autre côté avec le Japon. Donc il faut rester sur le match nul, voir la victoire contre la Colombie. La Colombie aussi, comme j'ai dit, Pekerman nous a mis bien sûr James Rodriguez, Falcao et Guardaro, le joueur de la Juve. Donc je pense que c'est un match très ouvert, un match qui optait pour l'offensif. Je reviendrai pour donner les événements donc, pour de ce l'instant, match-là, mais je pense que moi je suis optimiste pour au moins sauver l'honneur de l'Afrique avec cette qualification du Sénégal. pour l'instant 0-0 sur les deux terrains, hein, on est d'accord. Exactement, sur le terrain, il y a 0-0. On fait le point à la mi-temps, cher Nordine, et puis on annonce aux auditeurs que demain à 17h30 on fera le bilan de ce premier tour et de ces équipes. J'aurai l'honneur d'être avec Christophe à l'antenne pour parler un petit peu de tout le bilan des Africains, des Maghrébins, et on a une vision un petit peu globale sur le mondial et sur sa Et on se lancera dans les pronostics, mon cher Nordine. Je tiens à vous le dire tout de suite parce que je me suis avéré un très bon pronostiqueur. Hein. Bon, ce soir, Tunisie-Panama, vous le sentez comment pour la Tunisie?
Écoutez, c'est un groupe qui n'a aucun enjeu de côté comptabilité puisque les deux premiers ils sont déjà connus. C'est vrai qu'aussi on va parler demain sur les enjeux du premier et du deuxième dans ce groupe-là puisque le deuxième qui est avantagé par rapport au déplacement, soit dans les demi, soit dans les quarts, soit dans les huitièmes. Très bien. Donc il y a des enjeux de récupération et surtout de préserver le groupe. Par contre, de notre côté, c'est vrai que la Tunisie nous a montré un visage vraiment médiocre, voire pâle dans ce mondial-là. On va revenir aussi demain pour parler de cette équipe. Qu'est-ce qui s'est passé à l'équipe de Nabil Maloul? Pourquoi ils sont arrivés à ce mondial-là avec un visage quand même qui n'est pas habituel à ce que les Tunisiens nous montrent d'habitude? Dites-moi Nordine, dernière petite question avant de vous laisser regarder le match. Je me pose des questions moi sur le match d'hier et donc l'élimination de l'Allemagne. Quand on voit 9 minutes de temps supplémentaire, il n'y a pas quand même un petit truc pour que l'Allemagne puisse revenir au score? Enfin, on se pose quand même parfois des questions sur l'arbitrage. Tu es en train de me faire glisser sur un sujet qui j'ai déjà abordé soit avec toi, enfin l'ébauché, mais il faut qu'on parle très on va dire avec une option très profonde sur le sujet. J'ai l'impression d'être avec toi sur ce sujet-là, puisque déjà on va revenir sur l'option de la vidéo et son utilisation. Oui. Comment il est utilisé pour... On va pas devenir des mauvais perdants, mais quand on voit un petit peu la gestion de le match de l'Arabie Saoudite, les deux matchs du Maroc, un autre match je pense que c'était le Panama. Donc, je sais pas si ces équipes-là, ils sont venus pour animer un petit peu la galerie, ou bien les options dans le foot business, ou bien l'image de la marque, quand tu vois un petit peu le coup de coude de Ronaldo qui mérite humblement un rouge. Mais bon, on passe à côté parce qu'on a besoin de Ronaldo, on a besoin de Messi pour essayer de vendre les matchs du mondial. Ça aussi, ça tourne dans ce que tu viens de dire par rapport à l'Allemagne. Même si l'Allemagne est arrivée, je veux dire, très vieillissante, je pense que Joachim Löw s'est planté dans ses choix, s'est planté dans ses schémas tactiques. Mais on va pas dire que nous, on est en train de dire du Maroc comme quoi il a montré un beau visage, il était des guerriers, il était machin. Mais le bilan comptable, il est là, c'est quand on est parti du mondial d'abord éliminé avec un seul point. Les Allemands vont faire un bilan technique de leur équipe et crois-moi qu'ils vont revenir dans 4 ans avec un autre visage aussi. Il y a la loi des séries, Nordine, pour finir. 1998, la France championne du monde. 2002, éliminée des premiers tours. Excepte l'Italie, excepte le Brésil en 2002, mais en 98, 2006, 2010 et 2014, tous les tenants de titre, ils ont dit au revoir. Et France, la règle Italie, Espagne, n'a pas manqué cette fois-ci aussi. France, Italie, Espagne, Allemagne, voilà. C'est ça. Oui. C'est ça. Merci Nordine, à tout à l'heure à la mi-temps pour évidemment nous donner les résultats de ce match que l'on suit de très près et on dit allez le Sénégal. Bon, dans un instant, le journal du mondial, justement, sur France Maghreb 2, comme chaque jour, avec les matchs d'hier qui ont été spectaculaires, sympa. Et puis alors, ce soir, il y a un match de ouf à ne pas louper, à 20h, entre la Belgique et l'Angleterre. Pour moi, la Belgique fait partie des grands favoris de ce mondial, avec la Croatie. Voilà, ce deux équipes pour lesquelles je crois vraiment qu'ils vont aller loin. Et ils risquent de faire mal à leurs adversaires futurs. On verra ce que ça va donner face aux Anglais, qui se sont rassurés, c'est vrai, face à la Tunisie avec ce score, pas face à la Tunisie, pardon, c'était dimanche dernier, c'est la Belgique qui a cartonné la Tunisie samedi dernier. En tout cas, l'Angleterre va devoir sortir l'artillerie lourde pour affronter la Belgique ce soir, un match à suivre de très près. Dans un instant, donc le journal du mondial, le coup de cœur et Elsa Lefort, notre invité à suivre. Voilà, Sorif, il était au Cabaret Sauvage la semaine dernière avec nous et il a fait sensation. En tout cas, l'ami Sorif qu'on salue du côté de Roubaix et il aura l'occasion, il nous l'a promis en tout cas de venir ici nous enflammer un petit peu ce grand forum à sa manière. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 avec vos appels évidemment en direct au 01 40 33 9000 et pour l'heure notre invitée Elsa Lefort. Bonsoir Elsa. Bonsoir Christophe. Bonsoir, bienvenue Elsa, une nouvelle fois sur France Maghreb 2, j'ai envie de dire une énième piqûre de rappel parce que on a appris hier que Salah Hamouri était de nouveau prolongé sans aucune inculpation, sans aucun jugement du côté de la plus grande démocratie du Moyen-Orient.
Oui, exactement, et prolongé sans être passé devant une quelconque cour de entre guillemets justice, puisque comme les précédentes fois, l'ordre de détention est signé directement du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman. Donc il n'y a pas de justice, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est véritablement s'il y a des gens qui en doutent encore une incarcération politique. Alors Elsa, il est vrai qu'il est utile de rappeler évidemment ce que fait Israël le plus régulièrement possible, mais il est aussi utile, je crois, de pointer du doigt à un moment les autorités françaises, parce que, rappelons-le, votre mari, Salah Hamouri, est français, il est franco-palestinien. Est-ce que vous avez l'impression clairement aujourd'hui, je vous la pose la question, que les autorités françaises mettent tout en œuvre pour libérer Salah Hamouri? Non, je pense que elles ont choisi depuis plusieurs mois, parce qu'on peut pas dire qu'elles font rien, hein, mais elles ont choisi depuis plusieurs mois de passer par le biais de la diplomatie, on va dire discrète, c'est-à-dire de faire ça en tête-à-tête, entre chefs d'État, entre diplomates, et de ne rien médiatiser. Donc, quand j'avais rencontré moi la cellule diplomatique il y a quelques mois, j'avais émis quelques doutes sur le fait que cette méthode porterait ses fruits, parce qu'en face c'est Israël, c'est pas un pays qui a l'habitude de plier facilement, c'est un pays qui a besoin d'avoir en face de lui quelqu'un de fort, quelqu'un qui met des arguments sur la table et qui tape vraiment du poing sur la table. Donc j'avais émis ces réserves. Après, je suis pas diplomate, mais voilà, c'est maintenant on voit que une énième fois la détention de Salah est renouvelée. Donc malgré les interventions de la diplomatie française, la seule réponse qu'apporte le cher Bibi d'Emmanuel Macron, c'est de garder Salah en détention. Voilà, donc, et surtout, Elsa, faut rappeler, au lieu de ça, on reçoit Netanyahou en rang de pompe début juin à Paris. Oui, et on le reçoit en plus pour inaugurer une saison culturelle croisée France-Israël pour célébrer l'amitié franco-israélienne à l'occasion des 70 ans de la création de l'État d'Israël. Donc c'est une saison qui a véritablement pour but de donner de blanchir l'image d'Israël, de donner une image festive, une image de culture, on met en avant la science, les partenariats qu'on peut avoir, que la France peut avoir, les universités, etc. Donc on est véritablement là pour blanchir tous les crimes qui sont commis par Israël, et c'est incroyable qu'on puisse dérouler le tapis rouge à Netanyahou malgré tout ce qu'il fait. Il y a quelques semaines, il y a eu un massacre à Gaza, malgré ce qui se fait tous les jours en Palestine, parce que il se passe des choses tous les jours en Palestine qui sont pas forcément médiatisées, mais les violations du droit international, c'est du quotidien pour les Palestiniens. Et malgré le fait que on a un compatriote qui est détenu arbitrairement et qui, malgré les demandes d'Emmanuel Macron, reste en détention. Donc ça paraît assez hallucinant quand même. Question de Yasser Louati, intervenant LGF. Yasser, bonjour. Question à Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri, qui est notre invitée. Bonjour Elsa. Hop, vas-y, donne-moi le micro, voilà. Vas-y. Bonjour Elsa. Bonjour. Comment expliquez-vous le fait que la France décide officiellement, vous dise qu'il faut adopter une diplomatie discrète, quand on voit tout le tapage qui est fait à côté, justement pour blanchir Israël de tous ces massacres? C'est pas comme si il y avait une action diplomatique qui était agressive en coulisses, et voilà, tous les jours vous avez un rapport et des pressions qui sont exercées. Comment vous l'expliquez, que ce besoin de discrétion quand on traite de l'affaire Salah Hamouri? Comment je l'explique? Ça fait partie d'une stratégie globale. C'est la position de la France dès qu'il s'agit d'Israël. C'est pas, malheureusement, ça concerne pas que Salah, parce que on l'a vu là avec ce qui s'est passé à Gaza, mais avec les précédents présidents, c'est pareil. Lors de la précédente guerre à Gaza, le président à l'époque avait été vraiment aussi très très frileux. Donc dès qu'Israël agit, les réactions soit sont inexistantes, soit sont vraiment pas du tout à la hauteur de ce qui se passe. Donc moi,
c'est à eux qu'il faut poser la question. Hein. Pourquoi, quels sont les enjeux si d'un côté on fait tout pour séduire Israël en mettant voilà les petits plats dans les grands, la saison culturelle et compagnie, et que d'un autre on demanderait en échange, j'ai un peu du mal à saisir le jeu diplomatique. Quelle est la contrepartie à toutes ces attentions? C'est une question qu'il faudrait leur poser. Pensez-vous être assez soutenu par les associations de défense des droits de l'homme ici en France et on va dire à plus grande échelle à travers l'Europe? Oui, je trouve que c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations et ça dépasse le cadre des associations uniquement pro-palestiniennes, on va dire. Maintenant, c'est sûr qu'elles ont beaucoup de dossiers à traiter et voilà, mais je pense que les plus grandes ont pris position. Je pense à Amnesty, la LDH. Enfin voilà. Je pense que c'est difficile de faire mieux en matière de prise de position. Maintenant, c'est véritablement à nos dirigeants d'agir, mais fermement, pas discrètement. Et justement, en parlant de dirigeants, est-ce que vous avez été contacté récemment par une cellule de l'Élysée ou du ministère des Affaires étrangères, vous tenant un petit peu au courant des différentes tractations qu'il y aurait? Bien, en général, c'est plutôt nous qui les sollicitons, pour pas dire harcelons. Mais voilà, ils nous ont dit que le 5 juin, Emmanuel Macron avait réitéré sa demande à Benjamin Netanyahou. Voilà, depuis, ils avaient apparemment ce qui est le discours officiel et ce qui est aussi exprimé quand des associations ou des élus sollicitent le MAE, c'est que à chaque contact entre les autorités françaises et les autorités israéliennes, aussi bien à Paris que là-bas, le cas de Salah est évoqué. Maintenant, c'est pas le tout de l'évoquer, c'est il faut passer à une vitesse supérieure. C'est-à-dire que la diplomatie discrète, voilà, ils ont eu 10 mois pour voir que ça marche pas. Maintenant on va peut-être passer à quelque chose qui est efficace, parce que 10 mois pour des... Mais quand vous regardez, par exemple, le cas de Florence Cassez, on veut dire qu'il a quand même mobilisé le gouvernement, la presse. Oui, ou le journaliste aussi qu'on a été chercher en Turquie, Monsieur Louis, je sais plus. Bureau. Voilà, c'est ça. Voilà. Le ministre s'est déplacé en personne pour aller le chercher. Voilà. C'est un véritable deux poids deux mesures. Moi, je pense que il y a deux facteurs. Hein. Il y a le facteur que, comme Christophe le disait tout à l'heure, Salah est aussi palestinien. Est-ce que du coup, il y a des citoyens qui sont moins français, qui sont moins bien traités en fonction de s'ils sont uniquement français ou s'ils sont aussi palestiniens, ou est-ce qu'il y a certaines nationalités qui sont blacklistées, voilà. Nous, on fait pas l'effort. Le fait qu'ils soient incarcérés en Israël. On fait pas l'effort. Dans un autre pays. On fait pas l'effort, effectivement, comme le disait Yasser, le remarqué, concernant des journalistes. On l'a vu pour Moussa. C'est pas nouveau, je veux dire. Moussa aussi a été quelque peu abandonné pour le coup par les autorités françaises au Bangladesh. Oui. Donc évidemment. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est peut-être, alors je pose la question aux cofondateurs aussi de CJL, pardon, voilà, donc Communauté Justice et Liberté, Yasser Louati, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les autorités prennent ce problème à bras-le-corps? Est-ce qu'il en va d'une mobilisation importante de la part de ceux qui, j'allais pas dire sont musulmans et défendent les Palestiniens, non, ceux qui défendent tout simplement la justice et ceux qui réclament la liberté pour un citoyen français qui s'appelle Salah Hamouri? En fait, l'analyse que j'en fais, après voilà, je me permets de parler de concert avec Madame Lefort, c'est en ce qui concerne Salah Hamouri, le deux poids deux mesures est flagrant, et nous concernant au CJL, on sait très bien que si on s'inscrit pas dans un rapport de force avec les décideurs politiques, il y a des choses qui n'aboutiront jamais. On voit bien que pour le cas de Florence Cassez ou pour d'autres, l'État envoie des ministres, fait pression sur les pays concernés. Par contre, dès qu'il s'agit d'Israël, c'est diplomatie discrète, souffrir en silence, on verra ce qu'on peut faire. Moi, j'ai pas l'impression que la mobilisation concernant Salah, c'est un cas que je connais depuis maintenant plusieurs années, mobilise au-delà de la simple prise de position ou de la simple dénonciation. Il y a un moment, il va falloir mettre la presse française devant ses responsabilités. On peut pas
pondre plusieurs articles par semaine quand il s'agit d'un citoyen qui ne s'appelle pas Salah, parce qu'il a un patronyme beaucoup plus gaulois. Et quand il s'agit des autres, on passe sous silence, on en fait une brève et on verra qui est-ce qui la reprend. Maintenant, le Quai d'Orsay ou bien directement l'Élysée doivent être mis sous pression. Ça veut dire qu'il va falloir investir les rédactions, il va falloir investir les organisations internationales où la France est présente et sermonne le reste du monde sur les droits humains, les libertés publiques, les droits des minorités, etc., et les prisonniers politiques. Là, nous avons de manière claire un prisonnier prisonnier politique, citoyen français, abandonné par son propre pays, qu'il soit franco-palestinien ou franco-italien ou franco je sais pas quel autre pays, ça ne nous regarde pas. Il est citoyen français et l'État doit mettre à disposition de la famille tous les moyens nécessaires pour le faire libérer. Le fin mot de l'histoire, c'est que si on continue à attendre que l'État ou que les hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay, qui encore une fois ne sont pas connus pour leur bravoure sur ces questions-là, une mobilisation doit être organisée pour faire pression, non pas de manière violente et frontale, mais les mettre face à leurs responsabilités et faire en sorte qu'une pression soit appliquée, non seulement pour que son cas continue à être sous le feu des projecteurs, mais que ceux qui sont payés par nos impôts pour promouvoir la politique étrangère française, fassent libérer M. Salah Hamouri. Si on continue à attendre l'État français, sincèrement, je suis très pessimiste. On sait très bien que l'État français n'a rien dit vis-à-vis des massacres perpétrés à Gaza. On l'a même dit sous Hollande, qu'il comprenait la position israélienne. Cela est un des nôtres parce qu'il est citoyen français. C'est à nous, citoyens, de faire qu'en sorte nos organisations et que tous les relais, réseaux sociaux, médias et entrées dans les arcanes du pouvoir soient mobilisés pour qu'ils se disent on a intérêt à faire libérer Salah Hamouri. Pour l'instant, il n'est pas dans l'intérêt du Quai d'Orsay de libérer Salah Hamouri, malheureusement. Deux questions, Elsa. Est-ce que vous avez l'impression, Elsa, que votre mari, Salah Hamouri, emprisonné en Israël, est un citoyen abandonné par son propre pays, la France? Oui, je trouve que c'est sûr que c'est vrai. Moi aussi, je me demande ce que font, comme vous disiez, ce que font les diplomates concernant ce dossier. Oui, c'est maintenant faut rappeler que même c'est monté jusqu'à l'ONU. Le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport spécifique concernant Salah, en stipulant tout un tas de violations du droit. Il y a son incarcération, il y a aussi le fait qu'il est privé de voir sa femme et son fils, tout un tas de choses, et voilà, c'est monté très haut. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on saisisse. On en a déjà fait, on a déjà saisi Madame Mogherini. Il faut qu'on ouvre le plus de portes possible pour que, bien sûr, la pression relâche pas, parce que maintenant, ça fait 10 mois que Salah est arrêté, et c'est sûr que je pense que aussi bien les Israéliens que la diplomatie française pensent qu'on va s'essouffler. Ouais. Et c'est ce qu'il faut pas faire, parce que en attendant, il y a un homme qui est en prison, et voilà, et lui il a pas sa voix pour se défendre, mais nous on est libres, et donc à nous d'entreprendre toutes les démarches possibles pour le faire libérer. Elsa, vous nous disiez que Emmanuel Macron, lors de la visite en grande pompe de Netanyahou qui a été reçue avec les tapis rouges à l'Élysée, a évoqué le sort de Salah, et la réponse de Netanyahou, un mois plus tard, même pas, c'est de le prolonger de 3 mois supplémentaires. Voyez, chacun se fera sa propre opinion. Est-ce que vous avez réfléchi de votre côté avec le comité aussi à peut-être changer de tactique quant à la pression à mettre? Pourquoi pas, appeler à des rassemblements? Est-ce qu'il y a une véritable réflexion autour d'un changement de tactique concernant la pression à mener? Oui, on réfléchit bien sûr. Après là, c'est sûr qu'on est c'est un peu le contre-coup de la nouvelle, bien sûr, même si on s'y attendait, mais il est humain d'avoir toujours de l'espoir. Hein. C'est quelque chose que les Israéliens tueront jamais, c'est notre espoir. Mais du coup, c'est sûr qu'il faut qu'on amplifie et qu'on change les façons d'agir. En plus, il y a la période estivale qui arrive, donc c'est sûr que c'est pas la meilleure période pour mobiliser du monde. Chacun pense à d'autres choses à ce moment-là, donc faut qu'on trouve. Maintenant, si des gens ont des bonnes idées, on est vraiment preneur de ce qui
qu'ils peuvent nous suggérer, hein, parce qu'au bout d'un moment, nous, on vit ça avec ça depuis 10 mois et peut-être qu'on voit pas qu'il y a des choses qui seraient vraiment pertinentes à faire. Donc, faut pas hésiter à nous contacter via la page Facebook Liberté pour Salah Hamouri. Vraiment, on est demandeur de bons conseils de citoyens et citoyennes qui seraient sensibles à cette affaire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Elsa, et parce que cette injustice ne doit pas être tue, j'allais dire, on ne doit pas la taire. Nous en parlons régulièrement ici sur France Maghreb 2. Elsa, c'est quand tu veux évidemment que tu viens pour remettre une nouvelle pression, parce que si tant est qu'il faille répéter et encore répéter pour que les gens prennent conscience quand même qu'il y a un homme qui est en prison sans jugement, donc depuis pratiquement 10 mois en Israël, ça va bientôt faire 1 an au mois d'août, il faut qu'on martèle, qu'on rappelle. En fait, je pense qu'il faudra sortir du cercle habituel des organisations pro-palestiniennes. Et en tout cas, je propose l'aide du CJL pour mettre à disposition ces moyens, même s'ils sont limités. C'est quand vous voulez. Là-dessus, bon, je pense qu'on se parlera en off, pour faire plus simple. Mais par contre, je pense que la question qui doit se poser maintenant, c'est comment sortir du cercle immédiat, ça veut dire des organes traditionnellement pro-palestiniennes. Comment faire en sorte que ça devienne une question qui touche l'opinion publique française. Et je pense qu'il faudra mobiliser d'autres relais que les relais habituels, les mêmes journalistes. C'est vrai, parce que l'opinion, je suis sûr qu'elle est même pas au courant. L'opinion, l'opinion française ne sait même pas qui est Salah Hamouri, parce que les médias n'en parlent pas. Exactement, parce qu'encore une fois, c'est les mêmes relais qui sont activés, c'est les mêmes personnes, les mêmes blogueurs, les mêmes youtubeurs, les mêmes personnes sur les réseaux sociaux. Donc à un moment, ça tourne en rond. Et il va falloir décloisonner l'affaire Salah Hamouri pour qu'elle devienne une question d'opinion publique à l'échelle nationale. Et dans ce cas-là, oui, il faudra faire comme font les autres pour se faire entendre, un travail de lobbying poussif dans les rédactions et au sein des ministères. Je veux dire, s'il faut se rassembler et faire un sit-in devant le Quai d'Orsay pour dénoncer cette lâcheté coordonnée de l'État français, il faudra le faire, je pense, un jour ou l'autre. Elsa, voilà, il y a que des bonnes volontés en tout cas et des bonnes actions à faire pour faire pression pour qu'on obtienne évidemment cette fameuse libération, et que vous puissiez, que tu puisses, parce qu'on on se tutoie dans la vie, donc on va pas faire semblant, que tu puisses, comme tu nous l'as promis, venir avec Salah dans nos studios, faire la fête, j'ai envie de dire, et parler, faire une émission spéciale sur les conditions d'incarcération, parce que là, il y a de quoi dire aussi, en Israël. En tout cas, rappelle-lui qu'il est pas tout seul à Salah. Ah, ça, tu peux lui rappeler, parce que on est de tout cœur avec lui, de tout cœur avec toi, de tout cœur avec ton fiston, avec votre fils. Et bon courage à toute ta famille, Elsa. Merci beaucoup. Merci pour le soutien, merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est une femme courageuse en tout cas qui continue de se battre. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà, Salah Hamouri, on rappelle que c'est pas sa première fois qu'il va en prison, hein, c'est la énième fois, j'ai envie de dire. Donc depuis le mois d'août 2017, incarcéré sans aucun jugement. Voilà, ça se passe comme ça. Prisonnier politique, abandonné par son propre pays, la France. Emmanuel Macron ne fait, on peut le dire clairement, rien pour demander la libération de Salah Hamouri. Il ne fera rien de toute façon, donc il n'y aura pas de... Tant que c'est pas dans son intérêt de le faire, il le fera pas. Oui. Faut qu'on arrête de croire que la morale et la vertu, les grands principes motivent nos politiques. C'est pas vrai. Ils voient très bien que le rapport de force est en la défaveur des pro-palestiniens. On voit très bien qu'il faut plaire à Israël, qu'il faut pas dénoncer Israël, qu'il faut faire des choses en catimini pour surtout pas froisser un boucher comme Netanyahou. Dans ce cas-là, c'est un autre barlou de nous dire, dans ce cas-là, où est-ce qu'on a échoué au point que un président français, tape sur l'épaule et appelle Cher Bibi en plein massacre à Gaza, quoi. Dans un instant, on va parler d'un autre problème qui va nous emmener au Maroc avec ces condamnations qui font réagir. La condamnation de Nasser Zabzati à 20 ans de prison ainsi que 3 de ses co-accusés. On y revient puisque c'est la question du jour. Est-ce que vous pensez que la justice est indépendante au Maroc? Vous êtes en grande majorité à dire que non. On en reparle avec vous au 01 40 33 9000. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Yasser Louati qui est avec nous aujourd'hui et qui ne quitte absolument pas le studio, qui reste avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. Jusqu'à la fin aujourd'hui. Voilà, hein? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, effectivement, avec Enver de Santos qui devrait également nous rejoindre. Voilà, c'est aujourd'hui la grève, vous n'êtes pas sans savoir. D'ailleurs, c'est le dernier jour de cette grève SNCF qui
pour faire le bilan un peu, Yasser a été complètement raté, hein, cette grève. Non, c'est pitoyable. Elle a peiné à mobiliser, ouais. Ouais, c'est clair. Là, pour le coup, il a pu faire passer sa loi tranquillement, sans que personne, il y ait pas grand chose comme obstacle. Par contre, faut quand même dire que le feu social couvre un peu partout. Donc c'est pas parce qu'il y a une grève qui a échoué et il y a une réforme majeure est passé que tout va bien. Non, il y a un forcing, mais encore une fois, ça peut s'embraser à tout moment. On ne sait pas le prochain secteur qui va se mobiliser, on ne sait pas à quel moment ça peut éclater. Donc là, en fait, il est assis sur une cocotte minute, Macron. Tu crois? Oui. Ouais. Non, ça couvre de partout. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il a réussi à. Non, il a réussi son coup. À colmater, quoi. Il met des pansements à chaque fois et ça marche. En fait, c'est qu'il a réussi à défaire les organisations traditionnelles. Ouais. Mais encore une fois, ça veut pas dire que la colère sociale a disparu. Les syndicats, de toute façon, depuis plusieurs années, sont en perte de vitesse. On le sait très bien. Par contre, la colère sociale, elle gronde de partout. On peut pas continuer sur une démarche comme celle de Macron, qui consiste à d'un côté je dézingue le service public, de l'autre je veux des cadeaux aux riches, et en plus je méprise ceux qui paient les pots cassés. Donc non, je pense que encore une fois, c'est un passage forcé qui est réussi, mais c'est la défaite des syndicats, pas des mouvements sociaux en général. Oui, les syndicats qui sont plus ce qu'ils étaient à l'époque. Hein. C'est vrai qu'ils ont perdu de leur crédibilité, ils ont perdu de. Voilà, ce sont des syndicats maintenant qui d'ailleurs la plupart du temps, comment dirais-je, travaillent ou collaborent avec ceux qui sont censés combattre. C'est quand même particulier comme méthode. En tout cas, pour ce qui est des syndicats les plus connus. Alors, Yasser Louati, cofondateur de CJL, Comité Justice et Liberté avec nous. Pour tous. Voilà, Comité pour tous. Justice et Liberté pour tous. C'est voilà. important. C'est effectivement très important. Je rappelle, mesdames, messieurs, que en ce moment le Sénégal joue. On est dans le mondial, mondial de foot, qui nous réserve bien des surprises après l'élimination de l'Allemagne hier. Le Sénégal qui sera peut-être la seule équipe africaine à entrer donc dans les huitièmes de finale. Et ce soir, la Tunisie qui joue pour du beurre face au Panama, en espérant qu'elle fasse une victoire pour l'honneur, parce que là, ça n'a pas été brillant du tout pour le coup, ce parcours. Peut-être que nous sommes avec Nordine Salhi, notre commentateur foot France Maghreb 2. Nordine. Salut Christophe, salut à tous. Alors pour faire le point et à la mi-temps de ces deux matchs importants pour le Sénégal qui affronte en ce moment la Colombie, qu'est-ce que ça donne, Nordine? Hautement important pour nous les Africains, c'est la seule équipe qui peut sauver l'honneur pour le deuxième tour et passer dans les fameux huitièmes de finale. Christophe, 0 partout, 0-0 entre la Colombie et le Sénégal, et 0 aussi partout entre la Pologne et le Japon. Si ça reste comme ça, bien sûr, le Sénégal et le Japon passent au deuxième tour. C'est un match très ouvert, là où on a vu cette équipe d'Omir, bien sûr, l'équipe de Colombie qui est entreprenante, qui essaie de se procurer, de créer des occasions pour ouvrir le score. Mais l'équipe d'Aliou Cissé est en train de tenir bon et en train aussi de se montrer autrement avec, même si c'est timide un petit peu les occasions du Sénégal, mais Mané essaie d'organiser et il a été mis juste derrière les trois attaquants pour essayer de trouver des brèches, soit à droite, soit à gauche, soit du côté de Sané, soit du côté de Nyang. Mais je pense que le Sénégal, il tient sa qualification en main. Il faut rester très très concentré en jetant bien sûr un œil sur l'autre match qui est très important pour la comptabilité à la fin des 90 minutes. Donc ça veut dire que le Sénégal terminerait deuxième et affronterait donc le premier du dernier groupe ce soir, soit la Belgique, soit l'Angleterre. Ça va être un match très dur pour les huitièmes pour le Sénégal. Écoutez, Christophe, je pense que à la fin des 90 minutes, on commencera à se projeter pour les huitièmes de finale, voir est-ce que ça sera l'Angleterre et est-ce que ça sera la Belgique. C'est deux équipes différentes, c'est des équipes évidemment redoutables, mais je pense que actuellement, il faut se focaliser sur cette qualification qui va sauver l'honneur de l'Afrique avant de parler des huitièmes de finale. Dites-moi, Nordine, il paraît qu'il y a un problème de gardien au sein de la Tunisie. Ils ont été obligés de rappeler en urgence un quatrième gardien. Oui, après la blessure de Ben Chirifia qui était rappelé parce que Hassan Moïse il était blessé, rappelez-vous, dans le deuxième match, au début du deuxième match. Pourquoi pas, parce que le deuxième Ossil Balbouli a été blessé, donc on est obligé d'appeler un troisième et c'est une dérogation que la FIFA donne aux équipes pour avoir au moins un gardien, un joueur. Bien sûr, on a les 21 ou les 20 joueurs, mais les gardiens, on a toujours cette option pour avoir un gardien sur le banc. Rappelez-nous tout à l'heure, évidemment, Nordine, pour nous donner à l'issue du temps réglementaire.
en espérant qu'il n'y ait pas 9 minutes de temps supplémentaire à la fin du match comme hier pour l'Allemagne. Donc les résultats et peut-être cette bonne nouvelle donc pour le Sénégal qui accéderait au 8e. À tout à l'heure, Nandine. À tout à l'heure. Tu suis un peu le mondial, Yasser? Ouais, de loin cette année, de loin. De loin? De loin, ouais. Je suis pas très inspiré par les équipes, ni par la France, ni par la Tunisie, ni par le Maroc. Aussi, il y a le Sénégal, déçu par le Nigeria. Ouais. Ah, Mais, déçu, ouais. ils ont livré un bon match, face aux Argentins, quand même, ça a été chaud, hein. Déçu. Bon. Et par contre, pour les Coréens, franchement, chapeau. Ah, les Coréens, oui. Ah, bah là, franchement. j'ai vu les images de la télé coréenne lorsque il marque le deuxième but contre l'Allemand. J'aurais bien aimé comprendre le coréen pour le coup. En tout cas, ils ont exalté de joie et ça peut se comprendre. Alors, on va parler du Maroc parce que c'est un peu évidemment l'information qui domine au Maroc. Et la société civile qui réagit au verdict du procès des militants du Hirak. Nasser Zafzati, leader du mouvement de contestation de la région du Rif, a écopé d'une peine de 20 ans de prison ferme pour complot et atteinte à la sécurité de l'État. La cinquantaine d'autres co-accusés ont eux aussi été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Hier à Casablanca, les défenseurs des droits de l'homme se sont réunis pour protester contre ces peines. Justice volée, démocratie bafouée, les slogans dénoncent tous une régression des droits de l'homme à travers ce jugement. Saïda Rouissi est avocat au barreau de Casablanca. Elle fait partie évidemment du comité de soutien des détenus et elle s'exprime. Pour moi, c'est une régression. Les jugements étaient de la vengeance parce que ces rifins, ils sont sortis pour des revendications légitimes. Ils sont innocents. Alors innocent, bien sûr, certains appels ont été lancés sur Internet pour exiger une intervention du roi Mohamed VI afin qu'il acquitte l'ensemble des détenus du Hirak. Peu de chance que ça aboutisse, en tout cas dans l'immédiat. La question que l'on vous pose aujourd'hui, y a-t-il une justice indépendante au Maroc, Yasser Louati? La réponse est plutôt flagrante. Ouais. On voit bien que c'est une justice qui est là pour justement venger l'État et ce crime de lèse-majesté. Comment est-ce que des citoyens peuvent oser manifester dans les rues et demander justice sociale? Mais par contre, ce que ça envoie comme message, c'est que pour qu'une tyrannie subsiste dans les pays d'Afrique, du monde arabe ou les pays dans d'autres régions du monde, c'est qu'il faut donner des gages aux pays occidentaux, parce qu'il n'y a pas une parole qui a été prononcée par Macron, pas une parole prononcée par les dites puissances occidentales. Par contre, on voit bien que dès qu'il s'agit, par exemple, de la Turquie, tout le monde monte au créneau. Dès qu'il s'agit d'autres pays, là, on parle de droits humains et de liberté publique. Et malheureusement, ce qui me sidère encore plus, c'est le fait que j'ai vu plus de dénonciations, plus d'indignation, plus de mécontentement et de colère au sujet du mondial qui n'a pas été attribué au Maroc qu'au sujet de ces personnes dont la vie maintenant est détruite. Enfin, 20 ans de réclusion pour avoir osé manifester en demandant seulement le droit à la dignité, le droit au travail, le droit, le droit à la justice sociale, pour dénoncer la corruption. On rappelle qu'il y a une personne qui est morte, broyée dans un camion poubelle. Dans un camion poubelle. Le message est quand même fort. Et là, on condamne ces personnes-là. Écoutez, le message est reçu ici chez nous en tant que citoyen français, mais maintenant je demande à la diaspora marocaine, quand on dénonce les agissements du roi Mohamed VI, on n'est pas en train d'insulter votre pays. On dénonce seulement un régime qui est injuste. Non mais faut arrêter avec cette dictature de ne pas pouvoir dénoncer. On dénonce tout ici, y compris le droit. Non, mais ça commence à suffire parce que à partir du moment où on parle d'un pays, où on parle d'un dirigeant d'un pays, on a l'impression qu'on s'attaque à tout le pays. Non, mais parce qu'il faut arrêter. Encore Christophe, il y a un espèce de chantage émotionnel qui est entretenu. Oui, en gros, il faut pas insulter le pays d'origine. Mais je suis désolé. Moi, je veux dire, mes parents, voilà, je suis d'origine tunisienne, etc. Insulter le régime tunisien n'insulte en rien mes origines ou le peuple évidemment. Desquels je me sens très proche. Mais par contre, il faut poser la question, et si vraiment vous êtes là à défendre le régime marocain, à quel moment le régime marocain défend les ressortissants qui se font tabasser par la police, qui se font discriminer, qui se font tuer par la police ici en France? À quel moment on a vu le régime marocain s'offusquer contre l'islamophobie? À quel moment on a vu le régime marocain s'offusquer contre la discrimination qui touche des milliers de personnes d'origine marocaine? Mais par contre, là, quand on dit que le régime marocain est en train d'écraser sa propre population qui ne demande que le droit à l'équité et à l'égalité, là, tout à coup, ça devient un crime de lèse-majesté et ça devient un complot, je ne sais quoi. Non, le roi Mohamed VI et sa justice sont une tyrannie et on voit très bien à qui elle profite.
Est-ce qu'il faut craindre, Yasser, au-delà de cette sanction prononcée hier contre Nasser Zabzati, mais aussi contre 3 co-accusés qui ont pris 20 ans. Les autres, il y a une cinquantaine d'accusés, entre 1 et 15 ans. Est-ce que ces condamnations vont peut-être réveiller, j'allais dire, une flamme qui n'était pas tout à fait éteinte, mais qui était en train quand même de s'amenuire et donc de se calmer un petit peu? Est-ce que ça va pas de remettre de la tension dans cette région qui est déjà à la base une terre de contestation, hein? De toute façon, tout est possible. Maintenant, il faut quand même rappeler ce que Hassan II disait, ou comment ce que Hassan II parlait du Rif. Il parlait de Oubèche, il parlait des déchets. Il est comparé vraiment à des poubelles en parlant de cette région-là. Maintenant, des peines aussi lourdes pour des demandes aussi légitimes. Oui, ça peut continuer à alimenter le mouvement. J'espère sincèrement que ce mouvement aboutira, parce qu'il ne demande rien d'autre. Enfin, c'est même pas une remise en question du régime. Il demande seulement, on veut avoir l'accès au travail, à l'éducation, on en a marre de la corruption, etc. Maintenant, qu'on condamne ces personnes-là à 20 ans et qu'on a, je crois, 360 ans de peine cumulée pour ces différents militants, oui, ça peut effectivement alimenter ou rouvrir des cicatrices, parce qu'il y a quand même le Rif est quand même une région qui est quand même un laboratoire de la répression au Maroc. Ouais. Maintenant, jusqu'où Mohamed VI va-t-il aller, ou est-ce que c'est pas d'un côté, je l'ai fait condamner par la justice, et puis ensuite Mohamed VI se positionne comme le chevalier blanc qui va les gracier. Même s'ils sont graciés par Mohamed VI, ils n'avaient pas à être condamnés en premier lieu. On va voir ce qu'en pense Nasser, qui est avec nous, qui nous appelle depuis Paris au 01 40 39 000. Je précise quand même que sur Twitter et Facebook, c'est non, il n'y a pas de justice en grande majorité, à 81% par exemple sur Facebook, qui se sont exprimés en répondant à cette question, et sur Twitter, LGF officiel. Nasser, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité Yasser. Bonsoir. Bah écoute, je pense que le Maroc vient de faire 10 pas en arrière. On se disait que le Maroc était sur la voie de la démocratie et était sur la bonne voie. On voit que non. Et moi je salue ce grand homme Nasser Zabzati. Je suis marocain d'origine Rif, hein, je tiens à le préciser, et je suis fier de ma région, de ce que font les Rifs, et c'est pas d'aujourd'hui. Faut dire qu'ils ont toujours été combattants pour leur liberté. Et je vois que le Maroc n'a rien retenu de l'histoire. C'est ça qui est triste, Christophe. Je sais pas si vous partagez ce que je dis. Complètement. Le Maroc n'a absolument rien retenu de l'histoire, et en prononçant de telles peines, mais de voir aussi, je serais tenté de comparer ce qui est pas comparable, mais les autorités françaises qui entretiennent d'excellentes relations avec le Maroc, faut le dire, hein, il faut le rappeler ici, oui, le marteler. Bien sûr, non, et comme l'a si bien rappelé Yasser, n'ont émis aucune condamnation. Au jour d'aujourd'hui, quand il s'agit de l'injustice, on vient de parler de l'affaire Salah Hamouri, ouais. Le Yémen, la France, elle est toujours silencieuse. Ouais. Parce que bon, des fois, elle est même plus que silencieuse, elle a des intérêts troubles. Voilà, ouais. Exactement. D'implication trouble. Moi, par contre, j'ai un appel à faire, Christophe, c'est que j'appelle tous les Marocains qui sont pour la justice à boycotter cette année les vacances au Maroc, et j'appelle tous les Rifs de l'Europe à enlever leur argent et ne pas se rendre au Maroc cet été si le roi ne fait rien pour ces condamnations qui sont absurdes. Qu'est-ce qu'il a demandé, ce bonhomme? Il demande des hôpitaux, il demande le roi lui-même allait manger, c'est ma mémoire est bonne, allait manger je sais pas combien de responsables et 6 ministres, Christophe. C'est que ça vient confirmer ce que ce monsieur dénonce. Oui. Et à la fin, on le traite de séparatiste, alors que à je sais pas combien de reprises, et ils se sont levés pour dire nous on veut pas être séparés du Maroc, mais on veut que notre région soit traitée à la même enseigne que les autres régions. Merci Nasser. Le Rif a assez subi dans le passé des crimes par son père, par les Espagnols. Tu sais que jour d'aujourd'hui, dans toutes les familles, Christophe, il y a au moins une personne qui est malade du cancer parce que les Espagnols ont testé des armes chimiques. Oui, c'est vrai, je sais même d'ailleurs que le gaz sarin a été utilisé là-bas. Arrivé en 2018 à demander ses droits, on se dit oui,
l'histoire mauvaise est derrière nous, non? Merci Nasser. Qui est jeune, le roi de l'espoir, vient condamner des bonhommes qui demandent leurs droits à plus de 300 ans d'années de prison, Christophe. C'est des chiffres qui font froid dans le dos. Merci Nasser en tout cas pour ton appel. C'est vrai que ça interpelle, j'allais dire même au-delà des simples habitants comme Nasser du Rif, les Marocains dans son ensemble, à en croire, en tout cas ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, Yasser, sauf si je me trompe, sont quand même choqués par ces condamnations qui, rappelons-le quand même, si on additionne le tout, ça nous donne plus de 360 ans de non, c'est un prison. carnage judiciaire. Là, c'était vraiment un règlement de compte en bonne et due forme, en passant par les tribunaux. C'était ni plus ni moins qu'un message envoyé au RIF, tenez-vous tranquille, ou voyez ce qui vous attend. Mais sincèrement, moi je doute que ces peines-là vont réussir à décourager le mouvement. Parce que bon, la défiance entre la région du Rif et la monarchie n'est pas nouvelle. Hassan II a son passif. Maintenant, M6 vient l'alimenter. Moi, encore une fois, sincèrement, j'en appelle à la diaspora marocaine, mais qu'attendez-vous pour parler, quoi? C'est quand même sidérant de vous voir, dénoncer, le complot contre le Maroc pour la Coupe du Monde. Et là, on a des personnes qui vont être détruites pendant plusieurs années dans les zones marocaines. Et là, on regarde ailleurs. Faut pas dénoncer, faut rien dire. Mais moi, je suis désolé, légitimer un régime comme le régime de M6, alors qu'il a même pas été mis en cause par ces manifestants. Enfin, posez-vous la question, où est-ce que vous allez comme ça? Ali est avec nous. Bonsoir Ali. Ah, il est parti, notre ami Ali, au 01 40 33 9000. Prenez la parole, évidemment. On aimerait vous entendre aussi, de ceux qui peut-être comprennent cette condamnation, si tant est qu'il y en ait, en tout cas pour venir défendre le pouvoir marocain, pour le coup, parce qu'on peut vraiment parler d'une décision politique, et donc c'est une justice qui n'apparaît pas comme étant indépendante, pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Prenez la parole, exprimez-vous. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, cher monsieur? Oui, c'est Karim de Paris. Oui, Karim, est-ce que vous pourriez baisser légèrement la radio, s'il vous plaît, derrière vous, parce qu'on a un retour. Merci beaucoup, Karim. Alors, votre avis sur ces condamnations des gens du RIF et de Nasser Zabzati? Je veux dire tout simplement que c'est une mascarade, ce procès. Je suivais un petit peu et c'est tout à fait c'est scandaleux. Autant qu'au Marocain, je trouve ces condamnations injustifiées. Donc, de toute façon, il faut pas s'attendre de quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait, parce que en fait, ils voulaient être punis. On vous écoute, Karim, allez-y. Alors, donc, excuse-moi. Donc, en fait, le régime, il peut se permettre maintenant de faire tout ce qu'il veut, parce qu'il sait très bien qu'elle est protégée par l'Occident et ce qui se passe aujourd'hui. Mais je veux dire tout simplement que je trouve ça scandaleux, et franchement, le procès, c'est scandaleux. Je voulais juste dire. Merci Karim d'avoir dit. Est-ce que il a un peu raison, l'ami Karim Yasser, quand il dit que le Maroc se sont protégés par l'Occident, ou rien à voir? C'est ce que je disais au début de l'intervention, c'est que des gages sont donnés par le régime marocain à la France, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'une fois que ces gages ne sont plus donnés, tout à coup la question des droits humains revient sur la table. Mais si maintenant vous demandez ce qu'en pensent les personnes condamnées, ils vous diront que non, on n'est pas en démocratie. Et demandez maintenant à leur famille. Mais encore une fois, c'est parce que, comment dire ça, on a un deux poids deux mesures qui est flagrant avec différents pays, mais quand il s'agit du Maroc, c'est la même chose que sous le régime Ben Ali. D'un côté, Ben Ali, c'est le libérateur, c'est l'allié, c'est l'ami de la France, et sa population peut crever. Et ça, maintenant, on en a une claire démonstration avec un carnage judiciaire qui a été prononcé contre ces militants. Et sincèrement, n'attendez pas que la France condamne. Ne demandez pas à la France de condamner. De toute façon, si même les ressortissants marocains à travers l'Europe ne veulent pas condamner, est-ce que c'est à la France de le faire? Brahim est avec nous. Bonsoir Brahim. Brahim? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Pardon de vous réveiller, Brahim. Vous appelez d'où? J'appelle de Reims. De Reims. Brahim, quelle est votre réaction par rapport à toute cette affaire? Alors, franchement, j'entends depuis tout à l'heure les gens s'indigner par rapport à ce qui s'est passé au Maroc, cette condamnation de Nasser Zabzati, tout ça. Mais franchement, moi, j'ai l'impression que tous ces gens-là, ils connaissent pas le fond du dossier. Ah, alors expliquez-nous, Brahim, puisqu'on connaît pas. Allez-y. Cette condamnation, elle peut avoir l'air scandaleuse, mais il faut savoir si elle est aussi sévère, c'est pour quelle raison. Alors pour quelle raison, Brahim? Il n'a pas été condamné parce qu'il a demandé la justice sociale.
Nasser Zefzafi, il a été condamné parce que il a été pris en flagrant délit de se faire financer par un trafiquant de drogue marocain qui est résident aux Pays-Bas et qui le finance pour demander la séparation du RIF du Maroc. C'est pour ça. Les preuves, elles sont où les preuves, Brahim? Les preuves. À l'intégrité. Les preuves. À l'intégrité territoriale du Maroc. Monsieur, Brahim, les preuves. Oui, vas-y, Yasser. Merci Brahim. Excusez-moi, là vous dites que bon, il a voulu toucher. Donc, par contre, les revendications de Monsieur Zefzafi et des autres militants, il n'y avait pas demande de séparatisme, il n'y avait pas demande de remise en question. Non, laissez-moi finir s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Maintenant, ça c'est ce qui est apparent dans le dossier. Ah d'accord. Donc, le fond du dossier, l'enquête, elle a duré plus d'1 an. D'accord. Et il a découvert bien d'autres choses, plus que ce que vous dites là, c'est-à-dire donc même si d'accord, même s'il est condamné. Non, attendez. Disons que c'est vrai. Les hôpitaux, tout ça, tous les gens qui ont été responsables de ça, ils ont été retirés de leur poste, ils ont été démissionnés, ils ont été licenciés, ils n'ont plus le droit d'exercer des mandats politiques. Donc ces gens-là, ils ont été condamnés. Et les projets qui ont été condamnés à combien de prison, monsieur? Oui. Condamnés à quoi? Ils ont été condamnés à ne plus avoir de mandat politique. Ils ont été retirés de leur poste. C'est pas très lourd comme condamnation. Ouais. C'est pas très lourd comme condamnation. Et par contre, là, il y a 20 ans qui sont requis, ça vous choque pas? Oui, ça me choque pas parce que... Monsieur, 20 ans, non, monsieur, attendez, on parle de 20 ans de prison. Il n'est pas condamné pour les raisons que vous citez. D'accord, donc 20 ans de prison, 20 ans de prison, pour ce que vous dites, c'est suffisant. Ce monsieur est financé par un terroriste. Ce monsieur est financé par un trafiquant de drogue qui demande la séparation du RIF du Maroc. C'est quelqu'un qui est là pour créer le trouble dans le Maroc. Et c'est pour ça qu'il a été condamné aussi. D'accord. Et comment ça se fait que les preuves que vous mentionnez n'ont jamais été, on les voit nulle part? Je les vois nulle part, les preuves. Mais bon, allez-y, pourquoi pas. Allez-y, veut dire, moi, franchement, on veut bien vous croire, mais à quel moment ces preuves-là ont été rendues publiques? Moi, je sais pas si ces preuves-là ont été rendues publiques ou pas. D'où vous les tenez, Brahim? Vous les tenez d'où, ces preuves? Brahim. Les gens qui suivent le dossier et les gens qui... Non mais attendez, arrêtez de nous prendre pour des enfants, Brahim. On suit aussi bien que vous le dossier. Non mais... Je vous prends pas pour des enfants. Mais ramenez-nous les preuves, Brahim. C'est facile de prendre le téléphone. C'est facile. Faut pas dire qu'il a été condamné à 20 ans de prison ferme. Ah bah si, il a été condamné à 20 ans de prison ferme, ça. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme parce qu'il a réclamé des hôpitaux et des écoles dans le RIF. Ouais. Faut arrêter quand même. On est quand même au Maroc. Il y a quand même des avancées. Vous pouvez dire ce que vous voulez, que c'est un pas en arrière, ce que vous voulez. Mais moi, je suis pas d'accord. D'accord. Vous avez le droit. Donc 360 années de prison pour des militants comme ceux-là. Quand on est pris la main dans le sac à se faire financer. Mais la main dans le sac de où? Monsieur, je peux pas vous, monsieur, ça passera pas. Je vous demande des preuves. Ne venez pas nous sortir une théorie du complot. Là, vous parlez c'est comme le régime Ben Ali. Oui, c'était le péril islamiste qui va renverser le pays. Non, monsieur, vous dites que cette personne-là a été financée par une personne qui vend de la drogue. On sait pas, Brahim. Vous savez très bien. Non, je ne sais pas, monsieur. Je suis pas marocain, monsieur. Concernant le Sahara occidental. Oui. Donc c'est l'Algérie maintenant. Donc c'est l'Algérie maintenant. Bon. D'accord. Brahim. Quelqu'un qui ose toucher à la sécurité de l'État et qui ose faire un doute sur le... Ouais. D'accord, monsieur. Juste une question rapide pour terminer, monsieur. Vous parlez, vous dites... Monsieur... Brahim, juste la moindre des choses, c'est de s'écouter quand même. Ça permet de dialoguer. Ouais. Brahim, en tout cas, vous avez pu vous exprimer. Juste une question rapide. Rapide. Une question rapide. Donc dans ce cas-là, monsieur Brahim dit que les 20 ans sont justifiés pour atteinte à la sécurité de l'État. Ouais. Donc combien d'années... Non mais laisse-moi finir. Donc dans ce cas-là, à combien d'années devraient être condamnées les personnes qui ont touché à la sécurité des citoyens? Ils devraient être condamnés. Et moi, je dis pas qu'il n'y a pas de problème au bled. Non mais monsieur, répondez-moi. Monsieur, répondez-moi. Non mais répondez-moi. Bon. Brahim, sauvé par le gong, il y a la pub, heureusement. À bientôt, 01 40 33 9000. Bah oui, mais toutes les opinions doivent s'exprimer. Mais LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Yasser Louati sur France Maghreb 2 et cette question qui fait bien réagir à mon cher Yasser Louati aujourd'hui. C'est au lendemain de ces condamnations à plus de 360 ans de prison pour toutes les condamnations cumulées. Nasser Zefzafi et 3 autres co-accusés prennent 20 ans de prison ferme. Eh bien, on se pose la question aujourd'hui. La question, on vous la pose donc sur Facebook ainsi que sur Twitter. Y a-t-il une indépendance de la justice au Maroc selon vous? Vous répondez à cette question en nous appelant donc Brahim qui comprenait lui il y a quelques instants ces condamnations. Voir s'il en est de même du côté. Je crois que c'est Mohamed qui est avec nous. Mohamed.
Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Mohamed de Saint-Denis. Oui, tout à fait, oui. Alors Mohamed. Oui, alors, je viens juste voir ce qu'il a dit le monsieur avant, votre intervenant Brahim. Bon, je suis de la région, je connais très 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 bien cette région. Déjà, il faut l'historique de Abdelkrim Khattabi et tout ça. Alors, il faut arrêter maintenant. Il n'y a pas de justice déjà au Maroc concernant ce dossier. D'abord, la manière comment il était déjà traduit à Casablanca, en le déplaçant de son pays, sa ville d'origine, de Hassima, à Casablanca, numéro 1. Deuxièmement, est-ce que tous les, les circonstances étaient réunies pour avoir une justice déjà directe et digne de ce pays? Et troisièmement, cette région, elle était délaissée et oubliée par l'État. Mais Mohamed, que répondez-vous à Brahim qui nous dit que ce monsieur apparemment... Non, je sais, il fait allusion à monsieur Mohamed Chaou, soi-disant, c'est un parlementaire néerlandais, hollandais, qui est là-bas, qui a fait... Cessons de dire, du coup, c'est l'Espagne, du coup, c'est la Hollande. L'Algérie. Arrêtons de dire l'Algérie. Arrêtons de dire tout ça. Arrêtons. C'est ni l'Algérie, ni l'Espagne, ni la France. Ni rien du tout. C'est des gens qui sont spontanément sortis dans la rue pour protester pour des médicaments, pour des hôpitaux, pour des structures culturelles comme les écoles et tout ça. Et vous avez encore, pour répondre à M. Brahim, tout ce qui s'est passé à Zagoura et à Gerada et ainsi de suite. Merci Mohamed, voilà. Merci à vous en tout cas pour votre appel. À très bientôt. En tout cas, c'est un sujet qui sollicite beaucoup de réactions, bien sûr, parce que d'incompréhension aussi par rapport à ces condamnations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui trouvent ça normal. Yasser, c'est bizarre quand même. Oui, je peux pas comprendre que d'un côté on puisse dénoncer, la justice ailleurs, mais quand elle arrive chez soi, on regarde ailleurs. Enfin, ça n'honore personne de se taire et de passer ça sous silence. Et ça honorerait justement la société civile, où qu'elle soit, de se lever comme un seul homme ou une seule femme et de dire non, on peut pas accepter qu'une personne qui demande des hôpitaux, des écoles et du travail pour sa région se retrouve pour 20 ans mise à l'ombre. Ouais. Un dernier appel là-dessus, parce qu'on va évidemment parler d'autres choses. Il y a d'autres sujets dans l'actualité qui nous interpellent et que nous souhaitions évoquer avec vous. Mohamed qui est sur la route. Mohamed, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci Christophe. Merci à tout le monde. Moi c'est juste pour remettre un peu les choses dans le contexte et dire juste un fait de monsieur Zebzafi. Cette personne-là, faut pas oublier que elle a commis un acte qui est très grave. C'est-à-dire, elle est rentrée en plein prêche à la coupée pour faire un discours ultra radical, ultra dur. C'est plus par rapport à ces faits-là, c'est-à-dire qu'il a mis vraiment du poids dans sa balance, dans sa condamnation. Je pense que toutes les exactions qu'il a pu faire derrière. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier le fait qu'il a arrêté un prêche dans une mosquée. Oui, absolument. Il a arrêté un prêche pour. Mais d'autant plus qu'il faut voir. Mais est-ce que ça mérite 20 ans de prison, Mohamed? 20 ans de prison, mais on peut rêver. Non, le problème, il est où? C'est le discours et l'interruption de cette... Après 20 ans de prison, pour moi, je trouve que c'est excessif. Mais je pense que le gouvernement marocain a dû marquer le coup pour... D'accord, donc j'ai une question. J'ai une question. Oui. Donc, quand des touristes viennent au Maroc et ne respectent pas les coutumes locales et insultent la culture marocaine en se comportant comme des Tu veux parler des pédophiles? Allons-y. Je parle de tout. Je suis d'accord là-dessus. Moi, je condamne tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Un moment, monsieur, rendez-vous compte ce poids-là, juste ce poids-là, cette chose-là. Je suis d'accord. Mais sincèrement, 20 ans de prison pour avoir interrompu un prêche. Dans ce cas-là, on dit quoi des révolutionnaires tunisiens qui ont arrêté justement des imams qui prêchaient le vendredi, vive Ben Ali et tout va bien en Tunisie, alors que le peuple se faisait tirer dessus. Il y a un moment, on peut pas sursacraliser des personnes qui sont seules d'un régime. La Tunisie, je connais bien. Je viens de Rodez, je sais ce qui s'est passé. Je comprends le système là-bas. C'est un autre sujet, c'est autre chose. Je suis marocain, mais j'ai grandi en Tunisie, je connais très bien la Tunisie. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est le système marocain, c'est comment qu'il est. Il ne peut pas laisser passer ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui rentre dans la mosquée, sincèrement, il faut écouter le prêche qu'il a donné. Il faut l'écouter pour comprendre. Dans ce cas-là, on fait un contre-prêche. On ne va pas quelqu'un en prison pour ses idées ou ses paroles. On n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, on ouvre une table ronde et on démonte son discours verbalement. C'est pas on l'envoie en prison. Là, on envoie un message. Je suis désolé. Je suis d'accord avec toi, mais comment un simple citoyen qui s'adresse directement au roi avec, on va dire, il a pas été de main morte, d'accord? Comment tu veux que le roi il lui réponde à ce mec-là? Explique-moi. À 20 ans de prison, apparemment.
Voilà, 20 ans de prison. 20 ans de En prison, tout c'est cas, ça sa voilà, réponse. moi je suis d'accord, Bon. 20 ans c'est beaucoup. Non mais c'est votre Voilà, avis, ouais. Mohamed, c'est votre avis. Vous avez compris qu'on n'est pas d'accord avec vous, mais en tout cas, vous avez la possibilité de vous exprimer. Je vous comprends, moi je voulais juste apporter ce truc-là, c'est tout. Moi, Oui, je non mais vous comprends. l'avez fait. D'accord, très bien. Voilà. Merci En tout cas, Mohamed. Merci beaucoup, bon courage. Bon, en tout cas, on a eu des réactions assez partagées finalement si on fait le bilan de tous ces auditeurs et auditrices qui sont intervenus, beaucoup d'éditeurs d'ailleurs, au 01 40 33 9000, ce qui ne correspond pas d'ailleurs avec le sondage et la question du jour, puisque 81% disent qu'il n'y a pas de justice indépendante au Maroc. Tu as bien fait de le rappeler, Pour information, oui, c'est pas aussi en France. Hein. oui, bien sûr, Donc, évidemment. Mais faut pas non plus invectiver le Maroc. La France non, n'est pas on meilleure. n'invective personne. Voilà, on donne des faits. On n'est pas là pour copiner avec tel ou un tel. On critique aussi bien dans cette émission, et vous le savez mieux que personne, l'État français, que l'État algérien, que l'État tunisien, que l'État américain, que l'État, dès lors qu'il est critiquable, dès lors que il y a une injustice qui est prononcée, on est là, nous. Voilà, vous nous trouverez sur votre chemin. Et encore une fois, le nationalisme, le chauvinisme exacerbé, franchement, j'en ai ras-le-bol. 01 40 33 9000, en tout cas pour nous appeler, pour prendre la parole. Je tiens quand même juste à rappeler que les autorités marocaines sont beaucoup plus clémentes avec ces touristes marocains qui viennent faire des choses absolument dégueulasses sur le sol marocain. Je m'arrêterai là, mais vous savez tous de quoi je parle, y compris d'ailleurs de grandes personnalités françaises qui connaissent très bien le Maroc, qui connaissent très bien les Marocains. Voilà. Sans donner de nom évidemment, mais vous m'avez compris bien aussi. Avant de passer à l'avis tranché, mon cher ami Yasser, une information de la presse turque. Ce matin, le président Erdogan, réélu, vous le savez, dimanche, pourrait lever l'état d'urgence mis en place après le coup d'état militaire manqué de juillet 2016, lever l'état d'urgence à la fin du mois prochain. Et puis sachez que l'armée syrienne et l'aviation russe donc intensifie leurs bombardements dans le sud de la Syrie, dans la province de Dera. 22 civils ont été tués aujourd'hui selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 46 morts depuis hier. Pas un mot dans les médias français. D'ailleurs, peut-être petite réaction, mon cher ami Yasser, sur ce qui apparaît quand même une chose assez troublante ou assez embêtante pour les autorités françaises. Il y a des forces spéciales françaises qui auraient été capturées au Yémen, dans un port au Yémen, travaillant pour le compte de l'Arabie Saoudite. Quelle surprise! Ah oui. C'est pas possible. Bah si. La France est impliquée dans un conflit étranger, particulièrement dans une zone où il y aurait du pétrole. Dis donc. Oui. Ah bah quoi, franchement, les bras m'en tombent. Bah non, mais en plus on sait tous que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite déjà. Ouais, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite et la raison pour laquelle, par exemple, elle soutient les dictatures, c'est si une dictature achète des armes à la France, elle a son soutien. Al-Sisi, par exemple, n'est pas dénoncé par la France parce qu'il fait son commerce des armes chez qui? Chez nous. Voilà. Et on se rappelle d'ailleurs aussi que sous la période Ben Ali, quand il y a eu les violences, eh bien la France avait proposé son aide par le biais de Michel Alliot-Marie, qui avait proposé son aide à venir mater le peuple tunisien. Exactement. On s'en rappelle. Voilà, on n'oublie pas ici, en tout cas, c'est important. Allez, avis tranché, ami Yasser. Avis tranché, mon ami. Allez, c'est parti, jingle, on y va. Alors piétinez-moi, allez-y. On devrait l'appeler Ça Balance, cette émission. Yasser Louati pour son avis tranché. Bonjour Christophe, alors merci pour l'invitation pour cet avis tranché que je vais faire en étant le plus diplomate possible, mais j'aimerais d'abord faire une allégorie qui concerne, ou plutôt qui décrirait la France comme une espèce de théâtre. Imaginons que la France est une grande salle de théâtre avec une pièce qui est en cours, un scénariste, une personne qui va distribuer les rôles, un metteur en scène, etc., un public qui regarde et des personnes à l'extérieur. Alors imaginez que la pièce de théâtre révulse les personnes qui sont à l'extérieur, soit parce qu'ils veulent entrer dans la salle de théâtre et aimeraient au moins y assister, soit parce qu'ils aimeraient entrer et la perturber. Imaginez maintenant que cette salle de théâtre, des personnes entrent pénètrent dans le théâtre et puis ensuite montent sur scène. Et il y a des personnes qui monteront sur scène, par exemple, pour justement être visibles et se voir attribuer un rôle. Ainsi, ils parleront lorsqu'on leur demandera de parler et ils joueront le rôle qu'on leur aura donné. Ils ne pourront pas jouer un autre rôle.
Je fais ce parallèle avec les luttes qui nous concernent toutes. Lutte contre le racisme, contre la répression, les mouvements sociaux, lutte contre les violences policières, lutte contre la lutte pour la préservation de l'environnement, et j'en passe. C'est que souvent on se rend compte que des personnes débarquent ici sur la sphère publique pour justement seulement jouer un rôle. Et on se retrouve donc avec des personnes qui font des pieds et des mains, ne serait-ce que pour monter sur scène et pour se faire remarquer. Et c'est ainsi qu'on leur donnera le rôle du syndicaliste, le rôle de la femme voilée, le musulman, le jeune de banlieue, le noir, la féministe, l'écolo. Et encore une fois, ces personnes-là ne parleront que lorsqu'on leur demande de parler et ne joueront le rôle que le rôle, où nous jouerons seulement un rôle qui leur a été distribué. Et il y a ensuite des personnes qui non seulement sont à l'extérieur du théâtre, font le forcing pour entrer à l'intérieur, ensuite se ruent sur scène, mettent un coup d'arrêt à la pièce de théâtre en cours et exigent la rédaction, ou plutôt l'écriture d'un nouveau scénario, une nouvelle distribution des rôles et une meilleure représentativité de la pièce en cours. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec nos luttes. Malheureusement, beaucoup de personnes s'engagent dans les luttes pour l'équité, pour l'égalité, etc., seulement afin de soigner une blessure narcissique, pour devenir une personne visible et pour jouer le rôle qui leur est attribué. C'est-à-dire qu'elles se contenteront de militer jusqu'à ce que le système les coopte. Ça veut dire qu'elles feront du boucan, elles feront des pieds et des mains, elles manifesteront, elles dénonceront jusqu'à ce qu'on leur offre un jour un poste dans un cabinet ministériel, le poste de futur moufti de la République, futur représentant de la cause féministe, de la cause animale, futur représentant des musulmans et je ne sais quoi. Mais par contre, ces personnes-là seront toujours les cautions de ce système. Ce qui sauvera justement la France, ce sont les personnes qui non seulement entreront dans ce fichu théâtre et mettront un coup d'arrêt à la mascarade qui est en cours, celle qu'on appelle la 5e République. À toutes les personnes qui nous écoutent et qui dénoncent du matin au soir les agissements de Macron et avant lui Hollande et avant lui Sarkozy et avant lui Chirac, etc., la 5e République est une république coloniale comme les républiques avant elle. C'est une république qui ne produit que des injustices. C'est une république qui a été pensée et réfléchie pendant l'ère coloniale et qui a été taillée sur mesure pour que le général de Gaulle ait le plus de pouvoir possible. Alors maintenant, je demande aux personnes qui s'engagent dans ces luttes qui nous concernent, ne vous contentez pas de jouer le rôle qui vous est attribué et de vous retrouver enfermé dans ce rôle-là, mais allez jusqu'au bout de votre démarche pour non seulement mettre un coup d'arrêt à la mascarade en cours, mais oser penser que demain pourrait être meilleur si on le pense autrement. C'est-à-dire que seule une nouvelle république pourrait nous sauver du pétrin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, que les agissements de Macron ne s'arrêteront pas à sa demande ou à notre demande, parce que la République d'aujourd'hui sur laquelle nous vivons ne fait que produire des injustices en masse et qu'elle continue de perpétuer un système de domination et d'exclusion. Merci à vous. Tu es devenu mélenchoniste ? Absolument pas, pourquoi? Non, parce que Mélenchon, je te rappelle, fait appel à la 6ème République, lui. C'est pour ça que j'ai dit Nouvelle République, j'ai pas dit 6ème République. D'accord. J'ai fait gaffe au mot Précision choisir. utile. Exactement. Précision utile, qu'il fallait en tout cas apporter. Tiens, quelques infos avant le zapping. Emmanuel Macron, conspué ce matin par Jean-Louis Borloo, Yasser, l'ancien ministre de la ville dont le plan banlieue a été, vous le savez, retoqué le mois dernier. Jean-Louis Borloo, ce matin, n'a pas mâché ses mots contre le président de la République, accusé entre deux métaphores culinaires de porter une vision dangereuse de la société. Son plan banlieue a été donc enterré. Un mois plus tard, Borloo déterre la hache de guerre. L'ancien ministre prend sa revanche. Pour lui, le président favorise les plus privilégiés aux dépens des plus démunis. C'est ce qu'il a rappelé ce matin. Écoutez. Mon sentiment, c'est qu'on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité. Dit en d'autres termes, si on parlait cuisine, il faut faire attention à ce que notre pays se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles. Cette vision de la société, je la trouve inefficace, dangereuse. Voilà.
Ça c'est Borloo. Non, mais Le là, divorce faut semble arrêter. consommé, hein. Non, faut arrêter. Il y a un moment, faut arrêter ce fiche du monde. Il était ministre de la ville sous qui déjà, lui? Sous Sarkozy, je crois. Et c'est pas Sarkozy qui a commencé à justement enfoncer le clou sur la question des plutôt la société individualiste jusqu'à tant que je mangeais dans sa gamelle, ou plutôt avant d'arriver au pouvoir, et il l'est encore aujourd'hui. Mais c'est pas parce que maintenant il vous a humilié en place publique que vous allez maintenant nous faire croire que vous vous inquiétez de la solidarité et qu'aujourd'hui les banlieues sont pour vous un combat prioritaire. Il a été jusqu'à le comparer au Premier ministre hongrois Viktor Orban, hein, quand même. Oui, mais tout le monde, la surenchère, tout le monde peut le faire. Moi, je suis désolé. Borloo était au pouvoir. Quel est son bilan? Ouais. Ben voilà, il y a exactement, il y a rien, il y a que des nouilles justement. Donc non, je suis désolé. Non, c'est que tant que ces personnes-là, le système est en leur faveur, leur carrière et leur réseau sont alimentés, tant mieux. Maintenant, il avait une ambition personnelle sur la question des quartiers populaires, etc. Il a été mis de côté. Il se sent vexé et conspué en place publique. Il en fait de même pour Macron. Dans ce cas-là, chiche, monsieur Borloo, remetteriez-vous en cause le système qui permet à Emmanuel Macron de gouverner avec autant de mépris, de faire un forcing sur les questions sociales et qui en plus relègue la question des quartiers populaires à seulement une question de charité républicaine. Deux nouvelles de justice pour bien faire notre tour d'actualité qui a retenu notre attention, c'est la mise en examen du Cimentier Lafarge pour financement du terrorisme, vous savez, ses liens avec Daesh. Et puis mise en examen de 10 personnes arrêtées, vous le savez, le week-end dernier, de l'extrême droite qui projetait des attentats terroristes contre la communauté musulmane. Ils ont été mis en examen. Alors je sais pas s'ils ont été d'ailleurs 4 mises en examen sur 10 selon mes informations. Ouais, bon. Donc je peux me tromper. Mais c'est ce que j'ai pour le bizarre, moment. hein, on n'a pas entendu François Molins, on n'a pas vu de photos, on n'a pas vu de nom, enfin. Même le terme terroriste est utilisé vraiment rarement. Veut dire, oui, rarement, ouais. Comme je le disais avant-hier, c'est le mot ultra-droite pose problème parce qu'il tend à dédouaner l'extrême droite. C'est un groupuscule d'extrême droite qui a eu recours à des méthodes violentes. Mais l'idéologie qui les anime est la même que celle du Front National de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen. Ouais. C'est la même idéologie concernant ce qu'on appelle, entre 4 guillemets, l'islam radical, un terme employé par Manuel Valls, le Printemps républicain, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Donc on voit bien que les termes employés par ces terroristes-là sont les mêmes termes qui sont employés par d'autres personnes qui ne font pas partie de l'extrême droite et encore moins de ce qu'on appelle l'ultra-droite. Ça démontre encore une fois que la banalisation du racisme qui cible spécifiquement ceux qu'on appelle les musulmans va de l'extrême droite à la gauche soi-disant républicaine. Mais ce qui pose encore plus problème, monsieur Christophe, c'est que aucune de ces personnes qui ont alimenté cette diabolisation permanente des musulmans ne sont venues ouvertement condamner. On a eu, je sais pas, par exemple, le comité Laïcité République, Laurent Bouvet, Manuel Valls, mais à un moment, quand ces personnes-là reprennent votre rhétorique, quand ces personnes-là reprennent votre idéologie, quand ces personnes-là adhèrent comme vous au choc des civilisations, allez-vous jusqu'à les condamner, oui ou non? Non, personne ne condamne. On applaudit, vive la République, vive la France. Mais entre-temps, si on a arrêté ces personnes-là, combien courent toujours? Combien sont encore armés et nous envoyer une espèce de miette en nous disant il y a eu 4 mises en examen, je suis désolé, je parle encore des personnes de confession musulmane qui se sont retrouvées assignées à résidence parce qu'ils s'habillaient avec un turban, parce qu'ils s'habillaient avec une djellaba ou parce qu'ils portaient un foulard et que leur voisin les a dénoncés. Est-ce qu'on a eu des personnes qui ont dénoncé la mise à sac des mosquées sous couvert de lutte contre le terrorisme? Non, on n'en a pas. Est-ce qu'on a maintenant en retour des perquisitions dans les lieux de rassemblement de l'extrême droite? Absolument pas. Est-ce qu'on a été perquisitionné dans les différents réseaux qui alimentent ce qu'on appelle l'ultra-droite, pour ne pas dire extrême droite? On n'a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu de punition collective. Là, on a eu une petite punition ciblée, 4 mises en examen sur 10. Incroyable. Dans un instant, Zapping et Libertad à suivre sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, pour finir, messieurs, dames, le LGF, dans un instant, Libertad. Vous allez pouvoir prendre la parole, comme tous les jours d'ailleurs, dans cette émission avec Yasser Louati. Pour l'heure, voici le Zapping. Le Grand Forum, le Zapping, sur France Maghreb 2. France Maghreb 2.
il n'y a pas qu'à France Maghreb 2 et que dans le grand forum, mon cher ami Yasser, que les débats sont houleux. En tout cas, pour commencer, eh bien, direction RMC, l'émission Les Grandes Gueules que vous connaissez tous. Quand un chroniqueur des Grandes Gueules recadre gentiment et avec la manière Olivier Truchot, le chroniqueur en question, c'est Jimmy Mohamed. Écoutez. Les vues de l'extérieur. La France est la risée du monde international quant au traitement. La France, c'est le pays en Europe qui est le plus touché par le terrorisme islamiste aussi. Donc, c'est pas le pays au monde qui est le plus. En Europe, c'est le pays en Europe qui est le plus touché en ce moment par le terrorisme islamiste. Et moi, je trouve que les Français sont très raisonnables. Jimmy, tu devrais saluer plutôt que les Français sont plutôt raisonnables et ils ont manifesté pacifiquement pour dénoncer. Il n'y a pas eu de déchaînement de violence. J'ai rappelé dernièrement qu'il y a eu un monsieur de 39 ans qui s'appelle Saïd El Barkawi, 39 ans, qui a été tué devant ses enfants et sa femme, d'un monsieur qui probablement, alors islamophobie apparemment ça dérange, on va dire du racisme, en le traitant de sale bougnoule. On met tout et n'importe quoi dans le terme islamophobie. Je suis désolé, dans l'antisémitisme, quand on parle d'antisémitisme, on fait pas de distinction, on dit que être antisémite ce n'est pas une opinion, et c'est vrai, être antisémite, il n'y a pas de nuance dans l'antisémitisme. Ah non, c'est pas la même chose. Si on peut répondre, parce que là sinon, si on peut te répondre, critique de la religion. L'islamophobie, on met dans l'islamophobie la critique de l'islam politique, la peur de l'islam politique. Avoir peur de l'islam politique, ça sent pas complètement incroyable par rapport à ce que nous vivons et la menace que fait poser le terrorisme islamiste. Donc avoir peur de l'islam politique, avoir peur de gens qui veulent remettre en cause notre façon de vivre, oui, effectivement. Alors je sais pas si c'est islamophobie, on a le droit d'avoir peur, on a le droit de penser que Médine, il peut chanter partout sauf au Bataclan par rapport à ce qu'il a pu dire, par rapport écrire et assumer en plus. Voilà, et on n'est pas islamophobe en disant ça. On est de bon sens, moi je pense c'est du bon sens. Non, c'est pas de bon sens de dire que Médine, parce que nous sommes ridicules quant à nos propos et à nos polémiques quotidiennes sur les musulmans. Dès qu'un musulman pète de travers, faut qu'on en parle, même s'il ne faut pas faire preuve de complaisance. Mais non, mais c'est la réalité. Il n'y a pas une semaine sans il n'y a pas une polémique sur l'islam. Non, c'est une réalité. Tous ces attentats sont aussi alimentés par les polémiques inutiles, hebdomadaires, parfois quotidiennes sur les musulmans. Dès qu'un musulman fait quelque chose en France, on lui reproche. Dès qu'un musulman ou une musulmane ou quelqu'un d'apparence, c'est-à-dire qu'on imagine, si on prend Ménel qui a chanté, c'est devenu compliqué parce qu'elle a eu des propos complotistes. Myriam Pouchtou qui portait un foulard, c'est devenu la lutte absolue contre le féminisme. Médine, c'est devenu une icône contre laquelle il faut se battre. Une femme musulmane qui décide d'accompagner des enfants en sortie scolaire, si elle est voilée, on se demande si ce n'est pas une atteinte à la laïcité, comme si la laïcité, c'était la neutralité absolue et l'absence de religion. Donc je ne suis pas étonné qu'il y ait ce genre de groupuscule. Je pense malheureusement que ça va continuer si on continue d'alimenter des polémiques inutiles et si du matin au soir, on nous bassine les musulmans ci, les musulmans ça, l'islam ci, l'islam ça. J'aimerais rappeler aux gens qui diraient que j'aurais un double discours. Il y a une étude de l'Institut Montaigne qui a interrogé les musulmans, alors elle date d'il y a 1 ou 2 ans, et ils ont demandé aux musulmans quelles étaient leurs aspirations. Est-ce que finalement c'était de rétablir la charia? Est-ce que c'était d'égorger des moutons? Eh ben non, figurez-vous que les musulmans, quand on leur pose la question, leur aspiration c'est d'avoir un CDI. Étonnant, les musulmans veulent travailler. Que leurs enfants fassent des études supérieures, incroyable, ils veulent qu'ils aillent à l'université. Et d'être propriétaires. Donc les musulmans sont des citoyens français comme les autres, ils n'aspirent rien d'autre qu'à travailler et à vivre paisiblement leur vie. Ne soyons pas non plus naïfs, bien sûr qu'il existe des gens qui se radicalisent, contre lesquels il faut absolument lutter et il faut être impitoyable, mais je ne suis pas étonné de ce genre d'attentat, ça va à mon sens, continuer si on continue d'alimenter des polémiques encore une fois inutiles. Et je vais prendre un exemple très rapide. J'avais vu il y a pas très longtemps, pendant le Ramadan, je vais pas les citer pour pas leur faire de pub, des gens dire, pendant le Ramadan, j'ai pris un jambon beurre, j'ai été dans la rue, à Barbès ou je sais pas où, et j'ai mangé mon jambon beurre. Comme si le jambon beurre était la kryptonite des musulmans. Les musulmans n'ont strictement rien à faire que vous mangez un jambon beurre ou que vous mangez tout court pendant le Ramadan. Portez une mini-jupe, faites ce que vous voulez. Les musulmans veulent juste vivre en paix parce que avant d'être musulmans, ils sont français. Donc il faut aussi intégrer ça dans la tête des gens. Les musulmans sont fiers d'être musulmans et il n'y a pas de honte à l'être. Et ça, c'est le problème, c'est qu'on a l'impression que d'être musulmans, on doit se cacher. Mais ils sont français avant tout et ils cherchent à bosser, à vivre paisiblement leur vie. Ne soyons pas caricaturales. Voilà, pour ce qui est de ce commentateur, enfin de cet chroniqueur des Grandes Gueules, Jimmy Mohamed, qui répondait à Truchot, Olivier Truchot, qui ne cache plus maintenant son islamophobie. J'ai envie de dire à Jimmy Mohamed, change de radio, change d'émission, t'es le bienvenu ici. Voilà, à bon entendeur, petit clin d'œil. Voilà, ici tu pourras t'exprimer en toute liberté, bien entendu, en toute tranquillité. Allez, un petit coup de libertad, on y va, c'est parti. On risque de prendre cher, Yasser, fais gaffe.
On a l'habitude. On est là pour ça, non? 01 40 33 9000. Vous appelez de Marseille, de Dijon, de Tunis, de Clermont-Ferrand, de partout ailleurs dans le monde, puisque vous pouvez nous écouter grâce à l'application France Maghreb 2. Vous nous appelez maintenant 01 40 33 9000 pour prendre la parole. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Ali. Et comment ça va? Ça va très bien Ali. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'écouter Monsieur Louati. Merci. Juste une petite rectification concernant Nasser Zelzafi sur le mec qui a dit comme quoi que c'était très grave qu'il a interrompu un prêche. Il suffit d'entendre c'était quoi le prêche. Le prêche, c'est-à-dire qu'il qualifiait tout ce que faisait le Hirak, tout simplement. C'est pour ça qu'il l'a arrêté. Ben oui, c'était c'est arrivé en Tunisie, Ali, c'est la façon de le faire, quoi. Ali, le Sénégal vient d'être éliminé, qui était à égalité de points avec je crois la Colombie. Au nombre de cartons, ils ont été départagés, c'est-à-dire que le Sénégal a pris plus de cartons, et donc ils sont éliminés de la compétition. Après avoir été battus 1-0 par la Colombie. Voilà. C'était donc c'est l'espoir. Autre chose, pardon pour cet aparté. Que direz-vous que pensez-vous du tweet de Natacha Polony? Ah ouais, alors apparemment il est fulgurant celui-là. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Parce que j'ai pas vu. Elle dit exactement que si l'ultra droite, vraiment l'extrême droite a fait ça, c'est parce que l'État ne fait pas son boulot. Voilà, en fait, elle dit, je l'ai sous les yeux, c'est coup de filet contre un groupuscule d'ultra droite qui préparait des attentats contre des musulmans radicaux. Le choix des cibles visées laisse entendre que l'État ne lutte pas contre l'islamisme et qu'il faut le faire à sa place. Donc elle est légitime en fait. Ce n'est ni plus ni moins qu'une apologie du terrorisme. Exactement. Donc maintenant, j'espère que Gérard Collomb va faire preuve de professionnalisme et d'impartialité. Vous pouvez nous le relire s'il vous plaît, Monsieur Louati? Attends, je précise. Tweet signé Natacha Polony, qui est, elle est quoi, éditorialiste, journaliste, je ne sais quoi. Tout n'importe quoi. Tout n'importe quoi. En tout cas, elle officie dans les médias. Sur le Figaro, voilà. LCI, etc. Alors qu'est-ce qu'elle dit sur Twitter? Alors, je cite, ouvrez les guillemets. Coup de filet contre un groupuscule d'ultra-droite qui préparait des attentats contre des musulmans radicaux. Le choix des cibles visées laisse entendre que l'État ne lutte pas contre l'islamisme et qu'il faut le faire à sa place. Ce n'est ni plus ni moins que de l'apologie de terrorisme. Absolument. Et j'espère que le ministère de l'Intérieur s'en saisira. Ouais, j'en doute. Bien sûr, on a le droit d'en douter, mais encore une fois, ce sera une démonstration de privilège blanc. Absolument. Merci Ali, merci de nous avoir rappelé parce qu'il fallait qu'on en parle effectivement, tu as bien fait de nous le rappeler. 01 40 33 9000. C'est scandaleux Madame Polony. Franchement, vous devriez être jugé pour de tels propos. Il y en a qui en ont dit moins et qui ont été condamnés. Ouais. Hein? Il faut le dire, hein? Au bout d'un moment, ça suffit ce privilège qui vous est accordé à toute cette caste des journalistes et éditorialistes qui ont le micro ouvert et qui expriment leur idée nauséabonde. Quand on est aux commandes d'une émission, quand on est aux commandes d'une mission, c'est-à-dire de relater des faits, on ferme sa bouche. Non, pas des faits. Non, mais on donne pas son opinion, on n'a rien à foutre de l'opinion. Non, Natacha Polony est idéologue, elle s'en cache pas. Non, mais je parle de Truchot, par exemple, qui est co-animateur avec Alain Marchal des Grandes Gueules. On n'a pas envie de savoir l'opinion de Truchot, on s'en fout. Ça suffit, quoi. Vous êtes des mecs pour animer des débats. Il peut la donner, mais dans ce cas-là, il faut rééquilibrer les plateaux et que ces contradicteurs soient présents. Là, parce que là, quand on parle de liberté d'expression, c'est en fait une liberté d'expression qui est à sens géométrie variable. En fait, c'est un privilège pour certains. Donc, je suis désolé. Dites ce que vous voulez. Dans ce cas-là, invitez les personnes qui pourront en dire tout autant, mais en sens inverse. Ah bah oui, mais là, ça gêne. Allô, bonsoir. Salut, c'est Youssef Brancy. Salut Youssef, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà plus d'équipes d'Afrique là. Bah oui, j'en sais, il n'y a plus d'équipes d'Afrique puisque le Sénégal vient d'être éliminé, je rappelle, au nombre de cartons pour départager, oui. Ce soir, la Tunisie, moi je les vois bien battre le Panama. Ah bah écoute, on l'espère au moins pour l'honneur, quoi. Tu sais que ça remonte à 1978, la dernière victoire en Coupe du Monde de la Tunisie, ça remonte pas longtemps quand même. Oui, exactement, tu as raison. 1978, c'était la dernière victoire de l'équipe tunisienne pour, je crois, 4 participations à une Coupe du Monde. C'est la 5e, là, effectivement. Merci, Youssef. Et allez à la Tunisie pour ce soir. Au moins pour l'honneur, les gars. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On en prend un autre ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, t'aimes bien. Hein. 0 à 40 33 9000. Je rappelle d'ailleurs qu'en parlant de Coupe du Monde, demain on fera un débrief avec Nordine Salhi sur le bilan de ce premier tour du mondial. Allô, bonsoir. Ah, bah oui, il y avait longtemps celui-là. Hein. Il fallait qu'il sorte à un moment de son panier. Maintenant, coucou, je panier le chat. 0 1 40 33 9000. Un vrai, une vraie. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Salam de Bachir de Marseille. Bonsoir Marseille, bonsoir Bachir. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'OM. Bah en fait, moi je vous appelle, c'est pour réagir un petit peu sur tout ce qui se passe par rapport à l'islam, l'islamophobie, tout ça et tout. Moi je pense, honnêtement, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est
De partout où on va, c'est contre l'islam, contre les Arabes, contre les... Voilà quoi, moi je suis indigné par tout ça quoi, en fait. Je suis français et je suis indigné par tout ça. Voilà, je veux juste dire mon indignation par rapport à ça. Merci Bachir de l'avoir fait, de nous avoir communiqué votre indignation. Merci monsieur Yasser Louati. Merci Christophe. À la semaine pro. À la semaine pro toujours. Tu promets de revenir encore avec une plume encore plus virulente? Non, elle est juste diplomatique la plume. Ah. Cofondateur du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous. Merci Christophe. À découvrir évidemment sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes présents bien entendu. Demain, Anan Zawani, Anissa Rigui pour le LGF. Bonsoir à tous. Dans un instant, Medjahed pour l'heure, le rappel de l'actualité de ce jeudi soir. Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est une nouvelle journée de mobilisation contre la politique d'Emmanuel Macron. La CGT et Force ouvrière a appelé les étudiants, les chômeurs, les travailleurs, les retraités à descendre dans la rue. Des cortèges qui sont plutôt clairsemés. À Paris, la manifestation est partie tout à l'heure à 14h de la place de la Bastille pour se rendre sur la place de la République. Par ailleurs, à la SNCF, c'est le dernier jour du calendrier de grève des cheminots avant de nouvelles actions de Sudrail et de la CGT pour les départs en vacances. Lafarge annonce faire appel de sa mise en examen pour financement présumé d'une entreprise terroriste en Syrie. La mise en examen de Lafarge était attendue suite à la mise en examen de plusieurs de ses anciens dirigeants. L'entreprise fera appel des infractions reprochées qui ne reflètent pas équitablement les responsabilités de Lafarge, explique le cimentier dans un communiqué. Un incendie s'est déclaré à la nouvelle cité judiciaire de Paris. Il s'agit d'un feu de terrasse, une terrasse végétalisée, au niveau du 29e étage. Par mesure de précaution, 4 étages du bâtiment ont été évacués. Le feu a été éteint. 600 personnes ont dû être évacuées. Il n'y a pas eu de blessés. La marchandise était cachée dans une laverie. Les services des douanes ont saisi 670 kilos de tabac à Narguilé, à Creil, dans l'Oise. Les 2 gérants sont convoqués devant la justice le 30 juillet prochain. Salah Abdeslam, de nouveau convoqué, a été entendu ce matin par les juges, mais on n'a pas plus de détails sur cette audition. Jusqu'à présent, le seul survivant du commando des attentats de Paris a toujours fait valoir son droit au silence. Il n'a presque pas dit un mot depuis le début de l'enquête. Le brevet des collèges a commencé ce matin avec l'épreuve de français. Les 800 000 élèves de 3e qui passent le brevet vont aussi devoir passer un oral cette année, présenter un projet. C'est une nouveauté. Le mondial en Russie, les matchs Japon-Pologne et Sénégal-Colombie se jouent en ce moment. Dans la soirée, 2 nouveaux matchs, Panama-Tunisie et Angleterre-Belgique à 20h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.